sportive régionale, Monday Time. Donc c'est une nouvelle émission qui va nous permettre de nous retrouver tous les lundis de chaque mois. Le lundi, ça sera une émission spéciale basket avec nos amis Olivier et Loïc, que vous avez pu voir la semaine dernière. Ils ont pu faire un retour sur le début du championnat. Les deuxièmes lundis de chaque mois, j'aurai le plaisir de vous présenter l'actualité rugbystique régionale aux côtés de quelqu'un que vous connaissez très bien dans la région, Yvan Vofedas. Le troisième lundi de chaque mois, et on leur souhaite déjà d'avance un bon courage, vous retrouverez nos amis Rachid et Julien pour l'actualité sportive du foot régional. Et enfin, le quatrième lundi de chaque mois, on aura une actualité tournante. Donc déjà, je voulais vous souhaiter la bienvenue à tous et à toutes pour notre première émission sur l'actualité rugbystique régionale. Et peut-être avant de démarrer, revenir un petit peu sur les objectifs de cette émission, comment elle va fonctionner, comment on va en parler, qui seront un petit peu nos invités et quels sont nos buts. Et donc pour ça, je vais d'ores et déjà laisser la parole à mon ami Yvan Vofedas qui va revenir sur l'émission. Et bien le bonsoir à toutes et à tous. Alors avant de vous présenter les objectifs de cette émission, on va avoir un petit mot et surtout une grosse pensée pour monsieur Abel Laurent qui est décédé samedi matin. Un monsieur dans le sport château-renardais, hein, je ne parle pas que du rugby parce qu'il s'est occupé aussi de toute la presse sportive locale. En tout cas, on est tous émus de cette disparition qui tourne une page du RCC. Et ces obsèques auront lieu vendredi matin à 10 h. On espère voir beaucoup d'anciens joueurs lui rendre un dernier hommage, comme lui a passé beaucoup de temps auprès de nous. Hein. Tous les matchs à l'extérieur, je crois qu'on les a tous vus et qu'il les a tous vus. Allez, donc l'objectif de l'émission, on va enchaîner, c'est vraiment de passer un moment agréable entre nous. Et je peux vous dire que vu le plateau ce soir, on a choisi les invités ad hoc. On a du beau monde, effectivement. Mais c'est en premier lieu également de mettre à l'honneur l'actualité rugbystique régionale. Alors ce soir, en parlant plus spécialement des résultats, des classements, des divisions qui vont nous intéresser par rapport aux invités, mais certainement que sur les suivantes, on enchaînera avec de l'arbitrage, pourquoi pas du médical, et après, on présentera également des initiatives dans certains clubs pour les mettre à l'honneur. Et bon, ce soir, on a fait le choix d'inviter des gueules pour parler rugby. Et par contre, il faut que vous, auditeurs, vous soyez actifs. C'est ça, Karim? Exactement, Yvan, tu as raison. Et donc là, on vous invite tous à nous suivre donc, sur la page bipcomtv.com. Comme ça, vous aurez l'occasion de suivre l'ensemble de nos émissions. Et pour ceux qui ont Facebook, vous pourrez nous suivre directement sur la page Facebook BipComTV. Pour revenir aussi sur l'actualité rugbystique, il se trouve que localement, samedi soir, on a un ancien rugbyman qui vient faire son one-man show donc, à la salle de l'Étoile à Château-Renard, en l'occurrence Vincent Moscato. Et donc, pour tous ceux qui allaient nous suivre ce soir, on vous propose de faire un petit jeu assez sympa. On a parmi nos invités, on reviendra tout à l'heure sur sa présentation, et puis Yvan, il nous en parlera parce qu'il connaît bien, mais on a parmi nos invités quelqu'un que vous connaissez tous rugbystiquement dans la région, c'est Jean-Marc Pigeot. Et donc, je vous propose déjà de lancer un petit jeu en ligne. Vous commentez, ceux qui retrouvent l'année où Jean-Marc a été champion de France avec Béziers gagneront 2 places pour aller voir Vincent Moscato, salle de l'Étoile, samedi soir. Par contre, Gérald, t'as pas le droit de participer. Et moi, je vais participer. Bruno, Gérald. Je voudrais même participer. Allez, je te laisse le soin de présenter nos premiers invités. Allez, on va commencer avec nos amis qui sont en face. Et moi, je voudrais déjà évoquer les deux qui sont dans l'axe, qui sont 2 anciens joueurs avec un parcours assez important. On a d'abord Nassim Bouawali, qui nous arrive du Pontet, puis qui a un très gros parcours à Château-Renard en tant que joueur, en tant qu'entraîneur. Il a été il y a quelques mois de ça encore champion de France avec la réserve. Et puis là, l'année dernière, il a fait monter l'équipe 1 de Fédéral 2 à la Fédéral 1. Et puis on en a un autre, le Cantalou de l'étape. Il nous vient tout droit d'Aurillac. Bruno Belguiral, que beaucoup connaissent. Alors, lui, il est passé par Avignon, le Cork, Château-Renard, les Angles. Aujourd'hui, il s'occupe d'entraîner le boxing club lillois, Lille-sur-Sorgue. Et donc, ils auront l'occasion de revenir effectivement à la fois pour Nassim sur la Fédérale 1 et à la fois pour Bruno sur la Fédérale 3, mais aussi sur l'ensemble des autres sujets qui vont nous concerner ce soir. Les autres invités, Yvan? On a Philippe Laborde, actuel entraîneur de Bédary des Châteauneuf et qui, joueur, a été sur Aix puis sur Istres avant de passer éducateur chez les jeunes à la UC et puis derrière enquillé à Provence Rugby sur du rugby d'élite avec les jeunes
pour l'année dernière venir prendre les espoirs de Bédaride et en cours de saison prendre le poste d'entraîneur de Bédaride et participer au maintien en Fédéral 1 de cette belle équipe. Nous avons Gérald Boileau qui lui aussi a un parcours avec beaucoup d'étapes, hein, Château, Béziers, Béda aussi, hein, ça a fait des dénominateurs communs hein, à chacun. Là, hein. Les Angles en tant qu'entraîneur, les Châteaux en tant qu'entraîneur, et puis on en passe, on en passe. On va pas se priver de lui poser des questions parce que c'est quelqu'un qui a un œil très averti au niveau du rugby. Et puis, tu l'as dit tout à l'heure, tu m'as enlevé la primeur de cette nouvelle, mais j'ai la chance d'avoir à côté de moi, et nous avons la chance d'avoir avec nous Jean-Marc Pigeot. Alors effectivement, Salon, Béziers, Romans, Istres, Château, et puis après autour de Château, Saint-Sac-le-Pontet, Saint-Rémy, et puis surtout un personnage, surtout quelqu'un qui est attachant. Et si vous trouvez, hein, c'est ça la question, hein, si vous trouvez l'année du titre qu'il a eu avec Béziers, eh bien vous aurez droit à aller voir le spectacle d'un autre aussi attachant qui est le Père Moscato. Karim. Jean-Marc Pigeot dit la pige. Hein, dit la pige, je crois que c'est marqué. Karim, je te laisse le soin de dire de quoi on va parler ce soir. Effectivement, alors vous le voyez, on a quand même des invités de marque ce soir et donc ça va nous permettre d'aborder beaucoup de sujets ce soir. Et je vous propose effectivement donc de vous donner un petit peu l'ordre du jour de notre soirée, notre sommaire. On va commencer d'abord avec nos coachs de Fédéral 1, hein, Philippe Laborde et Nassim Bouawali, puisque ça va être le moment de revenir un petit peu sur le début de saison de Fédéral 1 justement. On arrive à l'approche de la trêve des confiseurs et donc ça va être intéressant de regarder comment s'est passé un petit peu ce début de saison, comment on se projette sur la fin de la saison. On a aussi donc Bruno Belguiral et Gérald Boileau qui s'occupent aujourd'hui d'entraîner en Fédéral 3 et donc à l'image de ce qu'on va voir en Fédéral 1, ça sera aussi intéressant d'avoir un petit peu la même vision notamment sur leur poule en Fédéral 3 et donc de savoir un petit peu comment ils se projettent sur la fin de la saison, comment ils ont démarré et aujourd'hui quels sont les enseignements qui peuvent être tirés de ces premiers matchs-là. Puis, actualité oblige, on parle de rugby, on sort de la Coupe du Monde de rugby avec les Sud-Africains qui sont désormais sur le toit du monde, hein, on a eu un très beau match, une très belle finale, et donc avec tous ces connaisseurs qu'on a autour de la table, je vous propose de revenir sur la Coupe du Monde de rugby pour évoquer aussi tout ça. Puis, on est au rugby, hein. Au rugby on a toujours une petite troisième mi-temps, alors... On va rester sage ce soir, mais vous aurez quand même droit à la surprise du coach, on y reviendra tout à l'heure. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Fédéral 1, la poule 2, 8e journée. Philippe, une défaite à Bourgoin 33-15. Pendant ce temps-là, Nîmes gagne Nice 31-24. On retrouve Bédaride et Château avec 13 points. Ce week-end, Château n'a pas joué parce que match reporté à cause de la météo à Castanet. C'était la même chose pour Mazamet qui n'a pas joué, qui devait recevoir Aubenas. Derrière, on retrouve donc Serré avec 6 points, Mazamet avec 6 points et Castanet avec 2 points. Fifi, je t'appellerai Fifi, hein. Ouais, Gérard, je t'appellerai GG. On est comme à la maison. Hein. Et Belgui, je t'appellerai Belgui. Bourgoin. Et Nacho, on dira Nacho aussi. On dira Nacho aussi, comme à la maison. Bourgoin, en comparaison avec les autres équipes, comment tu as trouvé match solide de Bourgoin? Je sais que tu avais fait aussi donner du temps de jeu un peu à tout le monde. Donc, ton analyse sur ce match-là? On avait entre on tient une belle pression de la première mi-temps, on est mené 7-3 au retour au vestiaire. Et puis après, on a un peu craqué à l'entame de la seconde mi-temps. Voilà. On a eu un gros temps faible pendant un quart d'heure à l'entame de la seconde mi-temps. Et on s'est bien repris pour marquer 2 essais. Et bon, la victoire logique bonifiée de Bourgoin. Et nous, de notre côté, content du groupe. On s'est quand même envoyé. Défensivement, on progresse. C'est des matchs où l'an dernier, peut-être qu'on en aurait pris 50. Et là, il y a de gros progrès défensivement. Mais bon, il ne faut pas oublier qu'on est allé à Bourgoin après avoir joué Bourg-en-Bresse à la maison. Tout à fait, on y reviendra tout à l'heure, c'est sûr que... compresseur, et bon, on avait des mecs un peu des mecs mâchés, un peu de la casse après le match de Bourg.
Donc là, on a tenu une bonne mi-temps. On était quand même satisfait du groupe. D'accord, d'où la nécessité d'avoir de l'effectif et comme tu le disais, leur donner du temps de jeu. Sur des matchs comme ça, effectivement, après, quand on en aura besoin, s'ils n'ont pas de temps de jeu, exactement, voilà, faut qu'ils exactement. Le fait de jouer à Rajon un samedi soir comme ça, comment les joueurs ont réagi? C'est de la causerie, on en a un peu parlé quand même, qu'on était dans un stade mythique, même s'il y a moins de monde qu'à l'époque. Ça fait partie, il y a 2 espoirs qui ont débuté, là, des petits 19 ans, un petit de moins de 2 qui a débuté, un petit qui était passé aussi par Aix, qui ont débuté ce jour-là. Voilà, c'est quand même... ça restera un beau souvenir pour eux. Ouais, bien sûr. Ça fait des émotions. Hein. Voilà. Nassim, match reporté toi à Castanet. Oui. Après la prestation de Mazamé, ce report, et avant le match de Narbonne, ce report, c'est une bonne chose ou peut-être que cette dynamique positive aurait entraîné Château sur un premier résultat hors de ses bases? Ça, on ne peut pas le savoir, mais c'est vrai qu'on est là avec des intentions. Mais oui, c'est vrai que pour nous, ça a été un contretemps parce qu'on aurait aimé jouer en fait. Sur la dynamique de Mazamé, même pour le calendrier, c'était plus simple pour nous d'aller jouer, tout était organisé. Donc bon, c'est remis. En plus, c'est remis sur une date juste avant les fêtes, le 22 décembre. Donc voilà, ça ne nous arrange pas, ça nous fera une série de matchs. D'accord, donc vous aurez 4 matchs sur le 3e bloc. Ouais, c'est ça. D'accord. Voilà. Donc on aurait préféré jouer ce week-end. On y reviendra après sur le prochain bloc. Ok. Fifi, Bourgoin, avec Bourgoin, c'est quasiment tous les gros que vous avez joués. Hein. Hier, Aubenas, Nîmes, Nice, Bourg et Bourgoin. Et il nous reste Narbonne. Voilà, hein, tu sais la question que je vais te poser, toi, à l'Audois que tu es. Victoire, ça c'est qui se sont conclus par des défaites. Victoire, et quelle victoire contre Château et Serré. On en a discuté plusieurs fois ensemble, mais on sent qu'il y a quand même un championnat à 2 vitesses entre ces, et même je dirais à 3 vitesses, mais entre ces équipes du haut de tableau et le derrière, c'est-à-dire Serré, Mazamé et Castanet, auquel il faudra ajouter aussi Château et Béda qui mathématiquement aujourd'hui sont pas sauvés non plus, mais ce championnat est à 2 vitesses. Ouais, 2 vitesses, je pense qu'il y a des équipes, il y a 4 équipes voire 3, qui vont lutter pour le bas de tableau. Et après, nous, on va lutter avec Château, je pense, Château, Nice, Nîmes, pour finir entre 6, 8, 9, voilà. Et après, des équipes comme Bourg-en-Bresse, Bourgoin, Narbonne, c'est quasiment intouchable. Oui. À part de faire le coup parfait comme a fait Château-Renard. Oui, je sais que... Maintenant, nous, ce qu'on comptait faire, ils l'ont fait avant nous. Donc, voilà, non, quand ils sont venus chez nous, ils étaient prévenus. Et Michel Cognac qui nous a dit exactement la même chose. Ils ne se sont pas trompés 2 fois. Voilà. Effectivement, Nassim, vous, le parcours, c'est défaite contre Aubenas à la maison. À Béda, on n'en parle plus de ce match-là. Serré après, Nice et Bourgoin. Par contre, il y a effectivement cette victoire contre Bourg qui met du baume au cœur et qui enlève le match perdu à la maison contre Serré, on va dire. Et puis, qui a surpris beaucoup de monde. Et qui a surpris beaucoup de monde, ouais. Et cette belle victoire contre Mazamé, pareil, j'imagine que tu as la même traduction de ce championnat que Fifi. Oui, après Philippe nous fait un compliment parce qu'il ne nous met pas dans les 3 qui jouent le maintien. Mais non, honnêtement, on va être dans les 4 qui vont jouer le maintien, même si on a fait un beaucoup contre Bourg-en-Bresse. Ça va rester très délicat, ça va se jouer à rien. Donc nous, on a mis du temps à démarrer, comme tu le sais. Je pourrais dire que notre saison a vraiment démarré à Nice. À Nice, on sent qu'il se passe quelque chose dans le groupe, on fait une belle prestation, même si on perd. Mais on sent que les mecs ils commencent à y croire. Bon, après, il y a ce match de Bourg où on était pied au mur et on était obligé de gagner. Donc les mecs l'ont ressenti, là ils y ont cru, bon voilà, ça s'est bien passé. Et je pense qu'après, voilà, c'est parti de là. On va à Bourgoin, on fait un très bon match, franchement, on fait un super match. On doit revenir avec le bonus défensif, mais ça ne se fait pas. L'arbitre n'a pas voulu. Et voilà, après on reçoit Mazamé, comme tu le sais. Et voilà, on a fait une belle prestation, une première mi-temps très difficile, mais ça s'est décanté 10 minutes avant. Très bien, on passe sur la suite. Dimanche prochain, vous recevez Mazamé. Ça va être compliqué pour Mazamé, là, ces 2 voyages en terre provençale. Narbonne pour le RCC. Ce sont des programmes qui sont relativement différents. Quel objectif sur ces matchs, à tous les deux, même si la réponse, à mon avis, elle devrait être instantanée. Victoire obligatoire. Victoire obligatoire, bien entendu. Victoire obligatoire. Mais nous, victoire obligatoire. D'accord. Vous ambitionnez d'aller chercher un deuxième gros à la maison le plus rapidement possible. On n'ambitionne pas d'aller chercher un gros, on ambitionne de gagner tous nos matchs à la maison. Donc Narbonne, il y a eu Bourg, on fera tout pour gagner.
avec tout le respect qu'on doit à Narbonne, bien sûr, mais on ne sera pas des victimes pour qu'ils viennent passer une bonne après-midi. On a bien compris. Le bloc d'après, c'est pour vous à Castanet. Donc après Mazamet à Castanet. Et vous recevez deux gros. Narbonne et Hyères. Ça sera l'occasion pour vous d'épingler un gros de ce championnat. Château, c'est Hyères. Ça sera hier, le match de Nîmes, on reçoit Nîmes. À Nîmes, et puis on commence les matchs retour, hein, comme Béda, puisque hier était le premier match de déplacement pour Béda. Vous, c'est à Aubenas. On ira à Aubenas. Voilà, qui est toujours intéressant d'aller jouer à Aubenas. Et on ira à Castanet pour rattraper ce match. Oui. Effectivement, et c'est le match que j'oublie. Oui. Vous aurez 3 déplacements dans le mois de décembre. Mois de décembre qui va être... On finira par 2 déplacements. Après Nîmes, on recevra Nîmes. Exactement. Le dernier match à la maison. Exactement. Après on ira à Aubenas et on jouera à Castanet. Donc je reviens à Fifi. C'est l'occasion de faire tomber un gros. Ça c'est évident. Mais est-ce que c'est pas aussi l'occasion d'enfoncer Castanet alors nous, là je pense que Nassim il a le sourire, mais c'est pour être serein pour la suite, parce qu'on s'aperçoit, et on n'en a pas parlé, Nîmes a 24 points déjà. Château, Béda, vous avez 13 points. On se retrouve quand même avec un différentiel de points important. Si on veut aller chercher plus haut, il faut engranger les victoires. Oui, mais avant d'aller chercher plus haut, déjà on va assurer le maintien. C'est ce que je disais au départ. Voilà, de battre Mazamet et après d'aller d'enchaîner à Castanet pour se maintenir plus sereinement que l'année dernière. C'est dans le tableau de marche, il faut gagner. On en a parlé ça quand on s'est entretenu. L'année dernière, le sauvetage s'est fait à 8 matchs. À 8 victoires. À 8 victoires. Là, en fonction de vos résultats de Mazamet et Castanet, ça risque de se jouer plutôt à 5, voire 4 victoires. 5-6 victoires, parce que 5-6 victoires. En fin de saison, après on a des surprises. Ouais, tout à fait. On a bénéficié un peu l'an dernier des points de retrait de Nice. Nice un peu démobilisé, qui vient perdre chez nous. Il y a des équipes qui peuvent passer à la DNACG avant Noël et avoir des soucis, parce qu'on sait très bien qu'il y a 5 ou 6 clubs qui veulent monter en Pro D2. Donc à la fin de saison, il peut y avoir des résultats faussés. Donc c'est pour ça, 5-6 victoires, oui, minimum. 5-6 victoires, je pense. Moins que l'an dernier, mais on a quand même 5-6 victoires. C'est ça que nous, ce qu'on vise, voilà, c'est de gagner le plus vite possible. Le plus vite possible, 6 victoires, pour être tranquille et regarder plus haut si on peut encore. J'imagine que Nassim, tu as le même discours, mais on a fait le listing des 3 matchs, là, je ne savais pas qu'il y avait ce 4e. Le derby contre Nîmes, il va être primordial. Je l'ai dit, ils ont 24 points, 5 victoires, ils sont sauvés et qualifiables. Comment ça va être préparé ce match-là? Ça va être bien préparé, parce qu'en plus ça sera un derby. Ça sera un des derbys, ça sera le dernier match avant les fêtes pour nous à la maison. Donc ça sera la fête avec les familles et tout. Donc on va le préparer comme il faut, parce qu'en plus ça fait longtemps qu'on n'a pas reçu Nîmes à Coubertin. Donc on va se faire un plaisir de les recevoir. Ça attire toujours du monde. Je sais que le club déjà organise un gros événement pour ce jour-là, parce qu'il va y avoir du monde, ça va être plein. Donc voilà, à nous d'être à la hauteur de ce match. Très bien. On parlait de maintien, justement, et on va demander l'avis de Gérald, de Belgui, de Jean-Marc. Pour Château, c'est une saison post-montée. Pour Gérald, par exemple, aux Angles, c'est une saison post-descente. Comment on aborde justement ces saisons où on change de niveau pour tenir les troupes prêtes à ces affrontements qui ne sont plus du tout du même niveau? Comment on tient prêt son effectif, Jean-Marc? Je pense que Fifi peut répondre, parce qu'il a déjà vécu l'année dernière. Donc je pense qu'il y a ce mode de fonctionnement de la Fédérale 2 et de la Fédérale 1, avec ce changement complet de stratégie entre une mêlée qui est poussée à l'infini et surtout reformater un groupe qui ressemble à un groupe de Fédéral 1. Suivant les moyens du club, il faut à un moment donné, je pense qu'il faut... Ce qu'a fait Château-Renard, je trouve que cette année a été bien, ils n'ont pas perdu leur âme. Et c'était le piège de la montée. Monter de Fédéral 2 à Fédéral 3, de Fédéral 3 à Fédéral 2, c'est toujours dans l'amateurisme quand même, on est toujours dans le même créneau. Mais Fédéral 1, on change de dimension. Donc je pense que la force de Château-Renard, ça a été surtout de garder son âme, et de greffer quelques super mecs autour, mais de garder son âme. Je pense que là, dans un club comme le nôtre, comme Bédaride, c'est important de garder son noyau dur qui a fait l'histoire. Donc à un moment donné, il faut qu'on vive avec nos moyens
Et nos moyens, c'est notre âme, ce qui fait notre force. Je pense que c'est sûrement sur ce levier-là que la saison a été articulée. Je pense. Après. Gérald, ta vision, puisque c'est à l'inverse, les dernières, les angles étaient. Dans mon cas personnel, on a fait le contre-pied complet, c'est-à-dire qu'en descendant, une équipe qui a gagné très peu de matchs, qui a fait que défendre, on est parti cette année sur un projet qui est très simple, c'est de jouer le maximum de ballons. On prenait le contre-pied, c'était parfait, ça ressourçait un peu tout le groupe, et à partir de là, on va faire un recrutement et on peut laisser avancer. Voilà, ok, et on verra tout à l'heure dans les résultats que ça paye. Mais écoutez, dans tous les cas, pour Château et Bédaride, on vous souhaite rapidement les deux équipes d'engranger des points et ça commence par ce week-end avec deux belles affiches. Béda Mazamé, que vous jouez où, au Verdeau ou à Châteauneuf? À Châteauneuf. À Châteauneuf. Bien le bonjour au maire de Châteauneuf, Claude Avril, qui a joué à Château-Renard en junior Réchelle. Et Château qui reçoit Narbonne. Rappelez-vous, messieurs Château-Renardais, que Narbonne était tombé à Coubertin en 1994 après un gros match des joueurs. Et un gros tacle. On en parlera un autre jour. Donc on vous souhaite un excellent week-end prochain et on se reverra dans le cours de l'année pour refaire un point parce que on a la chance cette année quand même d'avoir 3 équipes du coin, hein, parce que même si Nîmes est passé en Occitanie, n'oublions pas que Nîmes, Château et Bédaride sont des clubs plus que cousins. Hein. Il n'y a qu'à voir le nombre de joueurs qui ont joué dans les trois clubs. Et on se fera un plaisir de refaire, d'inviter à nouveau ou toi-même ou Cédric qui viendra discuter également au comptoir et Nassim avec tout son staff. On le refera. Voilà, je vous remercie. Maintenant, on passe à la fête 3 avec la fête 3 et on va faire vraiment qu'un focus sur la poule 6 parce que dans cette poule 6, on a quasiment toute la Provence. Ah oui, il y a énormément de clubs de la région. On dit qu'on veut faire une émission rugbystique régionale. Vous auriez pu être très nombreux de cette poule à être invités, mais c'est vous qui ouvrez ce soir avec nous et vos homologues des autres clubs de la région, tu vas les citer, Yvan, auront l'occasion de venir parce que ça nous permettra aussi de suivre un petit peu l'évolution de votre poule et de ce que vous nous direz ce soir. Allez, pour les résultats du week-end, Gérald, vous avez gagné contre Aix 35-13, une belle victoire. L'Île-sur-Sorgue, vous avez gagné à Uzès. Un gros bonjour au Blond, Bernard Mathieu qui a repris en main l'équipe d'Uzès, 35-16. Pas mal aussi. Avignon-le-Pontet a perdu à Draguignan 28-22. Aubagne qui gagne contre Monaco 23-12. Sifour qui gagne 41, Valréas 0-6. Et Cavaillon qui déroule 65-5 contre le Mourillon. Le gros score du week-end. Ouais. Je vais de suite voir GG. Une belle équipe contre une équipe d'Aix qui était dans la tête du peloton et qui l'est toujours d'ailleurs. Hein. Je ne sais pas si à l'écran on verra tout à l'heure le classement, mais on se retrouve avec cette année un groupe de tête qui est très resserré. Tu peux nous en dire plus sur ce match abouti? Oui, on était parti pour faire un match référence, puis on l'a fait contre Aix, c'est très bien. C'était premier de poule hier, ils ne le sont plus. On fait une grosse première mi-temps au niveau du contenu, ce qui nous a permis après de faire entrer quelques jeunes et de profiter vraiment de la journée. Mais il faut remercier Aix parce que pour faire un bon match 4-2, et ils se sont vraiment livrés et c'était bien. Ah ben super, ouais. Ça monte le niveau de la Fédérale 3 tout ça. Oui, puis il y a de bons joueurs, même Fédérale 3, il y a vraiment de bons joueurs. On n'observe pas trop parce qu'on se dit la Fédérale 1, il y a vraiment de bons petits joueurs. On en est persuadé. Bruno, magnifique victoire à l'extérieur. Oui. Qui complique la saison d'Uzès et on espère qu'Uzès fera ce qu'il faut pour s'en sortir parce qu'on retrouve une équipe qui a récupéré beaucoup de jeunes de Nîmes et on leur souhaite que du bonheur. Et belle victoire. On est très satisfait. Je pense qu'on a fait un énorme coup hier à Uzès parce que je pense que ça va être compliqué pour les autres équipes qui iront à Uzès. C'est une équipe qu'il ne faut pas dénigrer, c'est une équipe qui est en reconstruction, qui a des difficultés pour s'entraîner, mais qui malgré tout pose un rugby quand même très combatif et très cohérent. Donc on a gagné certes, mais ça ne s'est pas fait facilement comme on pourrait le croire. Et ça a été très très long sur l'ensemble du match. Donc je suis très content parce qu'on n'est pas tombé dans la bêtise ou quoi que ce soit. On a été sérieux de bout en bout. Donc c'est un bel espoir. Et c'est très bien, ça vient ponctuer une belle série. Vous commencez par une victoire à Valréas, où c'est jamais évident d'aller gagner. Puis derrière, vous enchaînez sur le derby,
avec une victoire. Victoire à Sifour. Hein, et Jean-Marc, Sifour, c'est jamais trop évident non plus d'y aller. Hein. Joli port de pêche. Joli port de pêche. Derrière, après 2 défaites contre les Angles et Draguignan, qui sont les 2 premiers aujourd'hui, donc il n'y a pas à rougir. Et là, vous enchaînez à nouveau sur 2 victoires, une contre Bagne et là, Uzès. C'est un super tableau de marche pour ce début de saison pour le boxing. Oui, on a top forme. Bon, on a perdu contre les Angles. Bon, ils ont triché, il faut le dire aussi. Hein. Donc, on a profité des c'est évident, c'est impossible de gagner ce match. Non, je suis très content parce qu'on voulait s'étalonner. Nous aussi, on est équipe remodelée quelque part avec des jeunes qui montent et on voulait vraiment s'étalonner contre une équipe qui descend, elle, de Fédéral 2 et qui propose quand même quelque chose d'assez cohérent. Donc on s'est étalonné, on n'est pas loin, mais on est si loin à la fois. Donc c'est un grand moment, c'était un grand match aujourd'hui, c'était sympa, c'était cool. Et puis oui, voilà, pour l'instant on a un tableau de marche qui pourrait surprendre, oui et non, mais surtout c'est cette poule est assez difficile et très homogène. Je pense que tout le monde doit faire attention en fait. Voilà, tout le monde, on peut perdre. Moi je vais au Mourillon par exemple dimanche prochain. Je vous avoue franchement, je vais bien le préparer parce que je suis quasiment sûr que si on y va un peu tranquille, on va être vite surpris. Donc là, les taux se resserrent. À part des grosses écuries, dont mon collègue à côté, qui vont quand même un peu surnager, on va essayer de nous là-dedans d'exister un petit peu. Jean-Marc, ça se saurait si on allait tranquille au Mourillon. Bien sûr, les Marois, c'est quand même une race à part, même si on les respecte beaucoup, chaque fois qu'on y va. Énormément. Ouais, bien sûr. Ben, c'est un rugby différent. Après, ça n'empêche pas qu'ils ont de très très bons joueurs, mais bon, ils mettent souvent l'accent sur le combat, et après, bon, ça nous plaît aussi ici dans la région. Hein. On n'est pas des ingrats non plus, donc après. Exactement. Voilà. Et en parlant de combat, GG, la première défaite, c'est Draguignan. C'est Draguignan. Hein, vous êtes pris dans quel domaine contre ce match contre Draguignan, ou c'est le premier, vous êtes surpris? En fait, bon, je rejoins aussi tous mes collègues. Lorsqu'on fait un recrutement en début d'année, les joueurs ne se connaissent pas, donc il faut d'abord qu'ils s'évaluent entre eux en tant que joueurs, puis avant de s'évaluer en tant qu'hommes. Donc avant que ça prenne, il y a toujours un peu de temps. Draguignan, on peut gagner le match parce qu'on tombe 2 fois dans un but à la fin. L'arbitre ne raccorde pas, c'est pas gênant. Mais c'est peut-être ce match-là qui nous a fait décoller, qui nous a fait prendre conscience qu'en mettant du volume dans le jeu, on pouvait à ce niveau-là vraiment se faire plaisir. Vous tombez dans un but avec le ballon. Oui, évidemment. D'accord. Ce qui donne ensuite 5 victoires d'affilée. Ouais. La machine est lancée pour de bon ce coup-ci. C'est tellement compliqué le rugby, qu'on peut rien faire. On ne peut pas prévoir. On se prépare de match en match et puis voilà, on prépare Valréas. Voilà, l'état des blessés est déjà fait, donc on va voir comment on va y aller et puis on va essayer de refaire encore une performance pour continuer à garder cette dynamique positive. On retrouve là la sagesse de GG, hein, Jean-Marc. J'étais en train d'y penser. On dirait qu'on le connaît. C'est un génie du rugby, il trouve que le rugby est difficile. Et moi je suis un bourrico, je trouve que le rugby est facile. C'est peut-être pour ça. À un moment donné, il va falloir qu'on trouve un juste milieu. C'est pour ça qu'on s'aime peut-être. Le juste milieu entre un pilier et un 10, c'est le 9. Je te l'ai toujours dit. Allez. C'est pas une bonne chose, c'est le 10 et le 9. Allez, un point classement. Donc avec un match de moins, vous êtes 2e et 23 points. Ouais. 6 matchs joués. Bruno, 22 points, 7 matchs joués. Donc c'est très bien. On peut parler de début de saison en trombe pour les 2 équipes. Les objectifs cette année, GG, pour les Angles, c'est la remontée. C'est la remontée directe, ouais. Effectivement, on s'aperçoit que dans le Fédéral 2, il n'y a pas de club. Château et Bédard auront très. À mon sens, c'est comme un avis personnel, on a de grandes chances de se maintenir. Il faut absolument que dans le comité, il y ait des clubs en Fédéral 2 pour que justement les joueurs, ou soit qui émergent, soit qui ne font pas la maille, puissent avoir du temps de jeu et puissent rebondir en fait. Très bien. Belguy, vous, l'objectif? Nous, le maintien, pour l'instant, il faut prendre de l'EPS. On va essayer sur de s'épaissir Giroud. dans tout. Mais Giroud était bourguignon, il n'était pas Cantalou. Ils sont 3e. Par contre, les dotations, on peut y aller tranquille. Voilà. Attends, j'ai une question pour toi de Sébastien J de Cavaillon. Quand c'est qu'est programmé le match retour Bise? Mais quand il veut. Sébastien Joly, vous l'aurez reconnu. Quand il veut, mon Seb. On a dit pas les noms. Pardon, mais j'avais dit J. Fifi, Nacho, est-ce que vous suivez les résultats de cette poule et est-ce que justement vous avez un œil averti sur des jeunes joueurs ou des joueurs qui s'éclatent en fait 3 et qui pourraient postuler à rentrer dans vos groupes l'année prochaine? Bien sûr, bien sûr. Je ne sais pas si. Nous, on en regarde. Ouais. Ben, les 2 jeunes qui ont débuté à Bourgoin samedi, là, ils jouaient l'an dernier respectivement à Monteux et à Aubagne. Donc des jeunes qui ont 20 ans, voilà, ils ont fait leur premier match en Fédéral 1.
Voilà, bien sûr, il y a de la qualité. Ouais. Ah, c'est super ça, parce que c'est vraiment un aboutissement pour ces jeunes-là après de jouer en Fédéral 1. Donc là, ces jeunes provençaux de Fed 3 méritent d'être regardés par les staffs des équipes de Fed 1. Je pense qu'il ne faut pas hésiter sur le projet de la Fédéral 3, les jeunes. Je pense surtout à un centre qui est actuellement à Château qui s'appelle Rémi Pilet. Tout à fait. Qui est issu de la formation illoise, qui est maintenant crève l'écran. Voilà, et en train d'exploser. Ouais, de se classer surtout, et puis vraiment de prendre du plaisir en club de Château. Tu as raison quand tu le dis, de prendre du plaisir, ils jouent avec la banane, et ça fait plaisir de voir des jeunes qui jouent avec la banane. Jean-Marc, tu les connais quasiment tous, ces clubs. Tu as partagé du vestiaire avec quasiment un joueur par club, et plus que du vestiaire, je dirais. Qu'est-ce que ta vision de cette poule? Ouais. Ta vision de cette poule, qu'est-ce que ça donne? Ma vision, elle est... Qui tu vois monter, clairement? Moi, non, je ne vois pas, moi. Ah. C'est pour ça que j'ai les lunettes. Ce que je souhaite, c'est bien sûr que GG, avec ses ambitions, avec son groupe, Bruno aussi arrive dans les 4 premiers pour pouvoir faire de belles phases finales, pour pouvoir vivre une belle aventure, parce qu'on travaille tous pour ça, pour vivre des aventures humaines. Voilà, après, la poule est très homogène. Je connais pratiquement tous les clubs. Excepté peut-être le Mourion qui est un peu décroché, même s'ils ont un peu le diable en eux. La poule est très homogène, donc comme disait Bruno, je pense qu'il n'y a pas de non-match, il faut s'y filer à chaque fois. Après, bon, moi je souhaite à mes amis de réussir. Je sais qu'ils en sont capables parce qu'ils l'ont fait auparavant avec d'autres clubs. Et puis sur la tête de clubs très intéressants, l'Île-sur-Sorgue, je les ai entraînés avec un état d'esprit, le jeu d'envie, une façon différente de vivre que Château-Renard, mais une belle dynamique. Les Angles, c'est pareil, avec un travail, avec un président merveilleux, avec des gens qui... Voilà, donc je pense qu'il y a un bel avenir. Et comme rebondir sur Rémi Pilet, c'est une merveille ce gamin. C'est vrai qu'il a la banane, et il y en a beaucoup comme ça. Il y en a beaucoup comme ça. Moi j'en ai eu, il y en a quelques-uns qu'on a projetés, qu'on a envoyés, qui ont réussi. Je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on soit un peu plus complémentaires tous pour pouvoir se filer les tuyaux sur les bons gamins, parce que je pense que des fois, on va chercher des types dans un monde différent, alors qu'on a sous la main peut-être des pépites. Et voilà, les Angles en a, Cavaillon en a, vous en avez à Lille, donc voilà, je pense que... Le rugby régional en grandirait. Bien sûr, et si on conforte nos gamins, on conforte nos clubs. Mais tu as raison dans ce que tu dis, Jean-Marc, parce qu'en plus, là, en l'occurrence, quand on parle des clubs comme les Angles ou comme le BCI, c'est quand même deux clubs qui sont très portés sur la formation. Ça fait des années qu'on voit un gros travail qui est fait sur les jeunes, sur l'école de rugby, cadet junior, etc. Donc, effectivement, c'est important de se pencher aussi sur les pépites qu'on a au niveau régional et qui sont formés par nos clubs. En parlant de formation et de l'Île-sur-Sorgue, on fera un petit clin d'œil à Nicolas Gras, puisque, et c'est extraordinaire comme nouvelle, hein, l'Île-sur-Sorgue et Cavaillon se sont rassemblés pour les jeunes. Quand on connaît l'antagonisme qu'il y a entre les deux villes depuis des années, c'est par les jeunes qu'on voit qu'il y a des démarches intelligentes. C'est très bien et on salue Nicolas Gras pour cette très belle dynamique. Comme quoi on peut faire du bon travail dès qu'on en a la volonté. Exactement. En tout cas, à tous les deux, on vous souhaite une excellente fin de saison. On fait des gros bisous à tous les gens qu'on connaît à l'Île-sur-Sorgue et aux Angles. Dieu sait qu'il y en a. Et on viendra vous voir. Lors d'un derby, si vous nous invitez. Si ça, on va faire un petit effort. J'en ai connu beaucoup qui voulaient que quand on les invitait. Allez, on va passer à l'actualité. Coupe du Monde, je vous en ai parlé tout à l'heure, hein, l'actualité oblige effectivement, donc merci à vous pour vos retours messieurs sur votre début de saison. Mais il y a quelques jours, on a vécu l'épilogue d'une très très belle Coupe du Monde qui s'est déroulée au Japon. Et moi j'ai envie de commencer d'abord en vous demandant à tous un petit peu votre avis, votre tour, la perception que vous avez eue, notamment sur le parcours de l'équipe de France. Peut-être on le rappelle 23-21 contre l'Argentine, 33-9 contre l'USA, 23-21 contre les Tonga. Le plus beau match de la Coupe du Monde contre l'Angleterre qui est annulé, et la défaite 20-19 contre le Pays de Galles, avec presque une victoire dans les arrêts de jeu si la vidéo avait été en notre faveur. Mais bon, on y reviendra tout à l'heure sur la vidéo. C'est ça. Alors peut-être commencer par Fifi. Alors Fifi, le parcours de l'équipe de France dans cette Coupe du Monde. Bon, un parcours poussif parce que le premier match il est gagné
difficilement contre l'Argentine. Ouais. Même si après les 2 autres matchs de poule, on n'a pas vu une équipe de France si dominatrice. Et contre les Gallois, ben, on maîtrise 50 minutes à peine, quoi, face à de faibles Gallois ce jour-là. Ouais. Voilà, je pense qu'il y avait moyen de passer. Même à 14, on a manqué de maîtrise. On a fait plein de petites erreurs stratégiques et techniques qui nous ont perdu sur la fin, quoi. Ce que tu dis, c'est important parce que c'est aussi peut-être. Moi, je pense qu'on s'est contenté de peu, quoi. Sur le parcours de l'équipe de France, on pouvait faire bien. Une espèce de manque d'ambition. Ouais. Se pose aussi la question finalement de tout ce qu'on a fait en amont de la Coupe du Monde finalement et des résultats des matchs qu'on a eus. Nassim, toi justement par rapport à ce que dit Fifi et par rapport à tout ce qu'on a travaillé avant la Coupe du Monde, toi comment tu perçois un petit peu justement ces matchs-là? Ouais, ben, c'est un peu le même revers que Philippe, c'est que le premier match on a eu des espérances quand même. On a espéré, parce qu'après le match d'Argentine, tu peux te dire il se passe quelque chose, mais bon, après, ils font tourner, ça redevient l'équipe qu'on a vue pendant 5-6 ans. Hein. Après, on est retombé dans notre parcours que l'équipe de France faisait. C'est pas du grand jeu, elle ne maîtrise pas les choses. Ça fait longtemps qu'elle ne nous a pas fait rêver, hein, quand même, il faut être honnête. C'est pas une grande équipe de France, voilà. Mais contre l'Argentine, c'est vrai qu'on avait espéré mieux, mais après, ils ont voulu faire tourner, comme je dis, et ça n'a pas été flamboyant. Voilà. Ouais. Moi, je ne m'attendais pas à quelque chose d'extraordinaire quand même. Hein. C'est pas d'un jour, tu ne transformes pas une équipe en une préparation en 2 mois. De manière évidente. Ouais. Et Jean-Marc, justement, peut-être aussi, dans ce que viennent de dire Fifi et Nacho, on peut peut-être aussi revenir sur le combat, sur l'engagement, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, notamment la conquête, la mêlée et la touche sont des phases importantes dans le rugby. Et même si effectivement, il y a ces 50 bonnes premières minutes qui peuvent peut-être être trompe-l'œil sur ce match contre le Pays de Galles, on a du travail sur cette phase-là. Du travail, bien sûr, heureusement qu'on en a. Parce que je pense que c'est vraiment à l'image des 5 dernières saisons. Ouais. L'équipe de France est en demi-teinte, on fait beaucoup de turnover. Après, je n'ai pas là pour juger la politique de fonctionnement du staff, mais bon, quand on voit les statistiques des mecs à des postes prépondérants, 9-10, le nombre de matchs qu'ils ont fait ensemble, qu'il y a 3-9 qui jouent des matchs importants sur la Coupe du Monde, il semblerait qu'on n'ait pas un fil conducteur. Alors après, à un moment donné, il y a la confiance. Là, les minots, ils sont comme nous on a été quand on était jeunes. Quand on ne te fait pas confiance, à un moment donné, tu doutes. Je pense qu'à un moment donné, il faut instaurer une base de données. Et après, tu brodes autour. Après, c'est sûr qu'il peut y avoir l'accident, un mec qui passe au travers une paire de fois. Mais bon, je veux dire, à un moment donné, il faut partir sur notre trame de base. Et j'ai l'impression qu'on ne l'a toujours pas trouvé. Et c'est pour ça que c'est assez poussif. Mais malgré ça, on y entrevoit quand même de belles choses. Il y a quand même de la qualité. On voit nos carences, on manque de densité. On est moyennasse en mêlée. On a une mêlée qui est souvent chahutée, souvent pénalisée. Voilà, donc tous ces trucs-là, je pense qu'il faut... Après, on ne peut pas dire que la solution, on l'a trouvée, mais peut-être qu'il faut rectifier un petit peu le tir sur notre championnat et que nos gamins puissent jouer. Je vois que le petit Jean-Baptiste Gros, qui est passé par Château-Renard, joue régulièrement en top 14. Ça, c'est une superbe nouvelle. Le jeune 3 quarts centre Vincent, qui joue à Montpellier, capitaine des champions du monde, qui est titulaire. On peut en rajouter, on peut rajouter Carbonel, on peut rajouter Jalibert, on peut rajouter Joseph. Voilà. Il y a si on tourne un petit peu la page, qu'on se décide à faire jouer nos gamins, je pense que l'avenir est plus qu'intéressant. Après, alors, tu as devancé ma question, c'est la question que j'allais poser à Gérald Desbelgui. 2019 est fini, place à 2023, on a 4 ans pour préparer et être champion du monde. Clairement, tout à l'heure Fifi le disait, on a manqué d'ambition. Mais là aujourd'hui, à 4 ans d'une Coupe du Monde, ça serait manquer d'ambition que de dire on ne veut pas être champion du monde. On doit le claironner haut et fort. Et une Coupe du Monde chez nous. Est-ce que c'est une fausse bonne idée de dire messieurs, on a 4 ans, vous avez 20 ans, maintenant 21 d'ailleurs, ou même voire 22, vous avez du temps de jouer en top 14, on va vous filer un peu les clés du camion et travailler pendant 4 ans ensemble et vous allez voir qu'on sera compétitif. Je finirai moi. Ouais, mais c'est annoncé clairement. Hein, M. Simon l'a annoncé clairement, on va être champion pour la prochaine Coupe du Monde. Donc
Donc déjà, on peut faire une croix sur le manque d'ambition. Il y a l'ambition. Voilà, et ambition. Donc maintenant, allez-y. Et allez-y comment, quoi. Voilà, c'est ça qui va être intéressant. Et c'est là où tu passes la parole à Gérald, c'est ça? Non, il donnerait la dernière phrase. Il attend parce que j'ai en train de passer le ciel. Non, ce que je veux dire, c'est que comment on va lancer le bébé dans l'eau, voilà, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on a vraiment obligation de mettre tous ces jeunes issus de la formation? Je rappelle quand même, les moins de 20, ils font demi, finale. Et après, ils font champion du monde. Est-ce que là, maintenant, stop? Est-ce qu'on peut là-dedans, avec tout ce vivier, plus ceux qu'on a à droite à gauche encore qui vont ressortir? Est-ce qu'on est capable de mettre tout ça là-dedans? Moi, je serai derrière, en tout cas, quand il arrive. Plus il y a de jeunes qui montent, plus on arrive à des jeunes pris pour ce niveau-là à 23-24 ans. On a vu que les nôtres, pendant cette Coupe du Monde, avaient la maille. Ah, Ntamak, révélation de la Coupe du Monde. Avec la maille, on peut rajouter Penaud qui a été largement au niveau et Olivon qui a été extraordinaire. Je pense qu'aujourd'hui, on a suffisamment de top players en France pour pouvoir rivaliser avec ces nations. On ne peut pas dire qu'on est en manque. Là, on les a. Voilà, maintenant. Gérald, comment il travaille? Je suis patriote comme nous tous d'ailleurs. Mais je pense qu'on va évoluer vers un rugby qui va être beaucoup plus technique. Parce qu'à un moment, physiquement, on va plafonner. Une fois qu'on fera 120 kg, qu'on sera athlétisé, qu'on fera des crochets de partout. Et c'est toujours le même problème, c'est ce même joueur-là, il est capable de faire une passe ou trouver l'intervalle, et il sera bien meilleur que l'autre de la même corpulence. Qui n'arrive pas à le faire. Pas ces actes-là. Mais je pense que c'est la bonne personne. Je pense qu'on a trouvé le bon sélectionneur. Il va mettre beaucoup plus de vitesse dans les transitions. On a vu quelques séquences intéressantes contre l'Argentine. On ne les a pas vues contre le Pays de Galles, c'est dommage, parce qu'ils ne nous ont pas permis d'exploiter ça, le Pays de Galles. Mais je pense qu'on va arriver là-dedans et que dans 4 ans, on sera bien meilleur. Après, qu'il y ait des joueurs qui vont émerger, c'est sûr, il y en aura. Par contre, avec cette jeunesse-là, parce qu'on se caractérise un peu, il faut toujours quand même quelques têtes de gondole quand même. Quelques vieux fléaux qui sont là au milieu, obligatoire, qui tempèrent tout ça et qui dament bien le chemin à prendre. Mais je suis plutôt positif pour l'équipe de France. Plutôt confiant. Oui, et puis une fois qu'on va augmenter, que notre capacité technique va augmenter, que notre capacité physique elle va un peu évoluer évidemment, on sera capable de battre les meilleurs. Comme on l'a toujours fait d'ailleurs, mais c'est juste une question de volonté d'avoir les bonnes personnes devant qui passe bien le chemin. Tu as la parole, je te la laisse. Le Japon, tu t'es régalé? Surprenant. Hein? Ah ben oui, évidemment. Surprenant, mais ça ne m'étonne pas. Ils ont été dans la continuité de la précédente Coupe du Monde. Exactement. Ils sont entourés de bonnes personnes. Et je pense qu'ils ont donné des informations aux autres nations pour pouvoir changer le fusil d'épaule. Je pense que le replacement, les 3-4 solutions sur chaque ballon, le déplacement perpétuel. On a vraiment l'impression que c'est le rugby de demain en fait. Exactement. Qu'ils sont en avance sur tout le monde et c'est une vraie révélation. Et la libération des ballons. Comment va devenir le rugby dans quelques années? C'est ça en fait. Et ce qui leur manque évidemment, c'est les fameuses bases, c'est la conquête, c'est dommage. C'est dommage. Tout à fait. Et pourtant, on a un champion du monde qui est à l'opposé de ce qu'ils font. Tout à fait. On va en parler tout à l'heure à la fin. On va revenir dessus, mais justement par rapport à ce que vous dites, notamment sur les bases techniques du jeu, moi je voudrais aussi qu'on revienne sur le tenant du titre fait avant la Coupe du Monde, qui était les Blacks, et qui notamment était très fort dans ses phases de transition, très rapide, qui était sur un niveau technique très élevé. Et pourtant, sur cette Coupe du Monde, quelque part, on a senti la fin d'une génération aussi. On est arrivé au bout d'un cycle, peut-être, même s'il y a encore énormément de qualité. Dans ce pays. Ça reste quand même le leitmotiv de toutes les nations. Battre les Blacks, ça reste le grave quand même. Après, c'est sûr qu'être champion du monde, c'est une quête. Il y a très peu de champions du monde, tous les 4 ans, 150 je crois, donc c'est très peu. Mais battre les Blacks, ça reste le grave. Quand on écoute tous les anciens internationaux, ils vous parlent que quand ils ont battu les Blacks, ils vous parlent pas de leur titre. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui est fort. Donc évidemment, une équipe comme ça, bon. Dans ce que tu dis, Gérald, justement, le Graal, on a vu avec les Anglais, les Anglais qui ont fait la finale contre les Sudaf, ils nous ont fait une demi-finale. Fifi, justement, cette demi-finale entre les Anglais et les Blacks, où on a vu les Anglais justement étouffer les Néo-Zélandais, notamment avec un gros pressing défensif, où les Néo-Zélandais ont du mal finalement à trouver des solutions dans le jeu. Ils ont fait le match parfait. Ils ont fait le match parfait en demi-finale. Voilà. Comme la France avait pu le faire 2 fois. Voilà, le match parfait contre les Blacks en demi, et puis en finale, et on est moins bien. Ils sont moins bien. Ils l'ont payé cash sur la finale. Ça s'est vu dès le départ, dès l'entame de la finale, on a vu qu'ils n'étaient pas, c'était pas les mêmes que contre les Blacks. Voilà. Usés physiquement peut-être. Je pense, Puis physiquement, mentalement, quoi. Je pense mentalement. Et les Sudaf, ils les ont fait déjouer à la perfection, quoi. Sur la finale, une grosse défense.
une grosse mêlée. Une mêlée énorme. D'ailleurs, à ce sujet-là, j'ai une question, JCBB et Hervé D. No scrum, no win. Ils ont raison, le minot. Proverbe Israël. Proverbe vérifié, non, sur cette finale. Mais bien sûr, ils ont concassé. Après, là, je veux dire, c'est. Ah, mais La télé pouvait s'arrêter. Il paraîtrait que les premières lignes sud-africaines chantaient Chocho Rosado sous la mêlée, mais on n'en est pas sûr. Effectivement, ça a été la clé du match. En plus de l'agressivité qu'ils ont démontré en défense, c'est énorme. Ils arrêtent le jeu, ils n'arrivent pas à se mettre en vitesse en fait les adversaires. Et après, quand je pense que dans une phase statique comme la mêlée, quand tu déstabilises les Anglais qui ont une prétention sur le rugby, je pense qu'à un moment donné, tu leur enlèves une. Mais ils prennent un coup sur la tête quand même. Une sur les deux. Exactement, niveau psychologique. Faut pas oublier la sortie du droitier en début. Oui, bien sûr, le jeu, au bout de 5 minutes, oui, ça aussi. Itoge, il a été décisif en demi et décisif en finale aussi. Oui, après il sort effectivement, il manque probablement en mêlée. Tu parles de Kai Sinclair, le droitier anglais. Il manque probablement en mêlée. Mais, et là, à la limite, je voudrais donner la parole aussi à Nacho. Il manque en mêlée parce qu'on a eu une intensité physique et des impacts sur les premières minutes avec un rythme qui était relativement élevé. Et les Sud-Africains, ils les ont concassés en mêlée, mais ils les ont concassés aussi sur les impacts, non, Nacho? C'est ce que disait Yvan, en défense, les Anglais n'ont pas pu mettre leur jeu en place parce qu'ils ont gagné tous les défis physiques. Même en défense, ils ont tout le temps avancé et ils les ont mâchés quand même, parce qu'on a vu tous les blessés qu'il y a eu dès le départ, c'est que ça tapait fort quand même. Donc, devant la télé, c'était impressionnant. Alors, imagine-toi sur le terrain. Rappelez-vous la première demi-heure du premier match contre les All Blacks. Des Springboks. On était dans le même niveau d'intensité, sauf qu'à la 30e, ils ont dit c'est fini, hop, on va calmer. Parce que finir deuxième, peut-être que ça suffira. Non, je ne sais pas. Un peu de stratégie. Le problème, c'est que les Anglais, quand tu gagnes les All Blacks, inconsciemment, tu te vois champion du monde. C'est inconsciemment, même si tu ne veux pas faire. Tu veux pas te projeter sur la finale, mais inconsciemment, tu y penses. Un joueur, tu es obligé d'y penser, gagner le titre. C'est peut-être ce que disait Fifi tout à l'heure sur le côté mental, quoi. Ouais, l'effet mental a dû jouer aussi quand même. Ouais, c'est ça que tu disais, Fifi, le côté mental, parce qu'effectivement, quand tu as sorti les Blacks en demi, comme ils les ont sortis eux, il y a une espèce peut-être de relâchement psychologique. En plus, le match, il est trop parfait. Tu lâches surtout pour les taper. Il est trop parfait le match. Même après la demi, qui dit que les Sud-Africains vont gagner? Personne. Tout le monde voit les Anglais champions du monde. Parce que tu te dis, mais ils vont leur mettre 30 points. Tout le monde était sûr que les Anglais étaient champions. Mais Jean-Marc. Non, moi je suis sûr. Tu sais, le combat, c'est la base. Moi, je pensais, je savais, je sais rien, moi. Je pensais que le combat qu'allaient imposer les Sud-Africains allait faire déjouer les Anglais. J'en étais persuadé, parce que après j'ai dit, ces Anglais sont toujours prétentieux, ils sont toujours sur le dessus des lois. Et à un moment donné, quand tu mets un gravier dans l'engrenage, je pensais que c'était. Au bout de 20 minutes, j'ai dit, au bout de 20 minutes, on va vite comprendre. Et ça s'est révélé sur le premier rendez-vous. Et finalement, les Gallois, de ne pas jouer contre eux, de ne pas jouer, ils ne s'étaient pas exposés. Et ils avaient rivalisé au score et tout le match. Après, il leur manquait le petit. Par contre, peut-être que la stratégie était pas mal aussi. Peut-être que stratégiquement, l'entraîneur avait décidé de moins jouer. Oui, c'est sûr. Ils n'ont pas joué, les Gallois. Les Gallois n'ont pas joué. Et on a vu aussi l'équipe du Japon faire une phénoménale mi-temps contre les Box avec 40 minutes de haut niveau. On s'est régalé devant la télé. Et après, ils ont explosé comme des pop-corn sur la deuxième mi-temps. Et sur chaque impact, j'avais mal pour eux, tellement c'était violent. Je pense qu'on a rarement vu une équipe d'Afrique du Sud avec autant d'intensité dans l'agressivité. Autant d'intensité dans l'agressivité positive, parce qu'on n'a pas vu un mauvais geste, mais vraiment, vraiment de l'intensité poussée à son paroxysme avec des gars super prêts. Et super dangereux et super patriote, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y avait tout un pays derrière cette nation, et je pense qu'autour du plateau, là, on est tous quelque part un peu contents de ce que ça représente, ces Springboks. Il faut que ce soit porteur. Au vu de notre passé aussi, quand on a croisé quelques-uns, quand on a des bras plaqués, on se dit oula. Ouais, ça fait mal. Ça fait mal. Les murs de Mazamet s'en souviennent. On va faire une petite parenthèse pour Jeannès, on l'embrasse d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il a marqué ces quelques années là à Château-Renard avec ses. Exactement. Ça faisait bizarre.
hasard. C'est vraiment dans leur ADN. Allez, Justement, Gérald, on était sur le plaquage. Quelle belle transition. C'est ça, ouais, tu nous donnes la transition sur le plaquage. Je te laisse poser la question, Yvan, par rapport à l'évolution sur les règles, justement. On voulait avoir un petit peu votre avis d'expert. Ouais, alors On n'a pas les mêmes règles. ouais, effectivement, mais alors on va parler de manière, on va parler au niveau international, d'accord. Ouais. On voit que ces règles du plaquage qui ont évolué, c'est pour sécuriser les joueurs. Ce qui nous semble de l'extérieur, c'est que c'est très compliqué à arbitrer à vitesse réelle et que la vidéo, elle influe sur des cartons qui ne devraient pas être. Alors je ne sais pas si tout le monde a le même avis que moi autour de la table, mais quand on voit ce carton rouge qu'a le centre Aki de l'Irlande contre les Samoa, pièce hyper importante dans le collectif irlandais, hein, ce centre-là, et qu'on lui voit prendre un carton rouge, alors effectivement il plaque avec l'épaule, mais on voit aussi que le joueur se baisse au moment de l'impact, et qu'il y a surtout entre la prise de balle du joueur et le plaquage, il doit avoir même pas une seconde. Comment on peut plaquer pour faire mal à l'adversaire et pas prendre un carton rouge maintenant, quoi, finalement? Déjà, cette phase-là, l'arbitre, même lui, dubitatif, il est obligé de demander à quelqu'un dans le camion à pizza là-bas, savoir qu'est-ce qu'il va dire. S'il veut essayer de margarita. Et donc, pendant qu'il fait sa margarita, automatiquement, il dit ouais, sors-le. Ouais. Voilà. Ouais, c'est prime à la sécurité en fait. Vraiment, pour répondre à ta question, Ouais. Vu les sanctions que j'ai infligées défensivement à mes adversaires, j'ai jamais eu cette idée de dire comment je vais les faire mal. À ce sujet-là, Gérald, à ce sujet-là, j'ai une question de Olivier M de Bédaride. Avec cette règle actuelle, qu'est-ce qu'il m'écrit? Penses-tu, Gérald, que je serai expulsé jusqu'en 2047? Mais d'ailleurs, il y a Stéphane P aussi qui me dit la même chose. On les embrasse, Olivier et Stéphane. Bon, je crois qu'on a fait le tour de la question. Alors, On va a quand fait même le tour, mais un petit coup de cœur, c'est ça? Alors, ouais, il y a le coup de cœur. Et puis après, il y a quand même aussi une autre question, parce qu'on a parlé de l'équipe de France, il faudra qu'on revienne sur un fait de jeu qui a été important dans notre parcours. Bon, avant de revenir sur ce fait de jeu, en un mot, est-ce que vous avez un joueur, un match, une équipe qui a été votre coup de cœur pendant cette Coupe du Monde? Fifi? Ah, moi, le Japon. Japon? Bah, sans hésiter, moi aussi, le Japon. Ouais, Japon pour tout. Un peu de fraîcheur. Le dernier match que j'ai, c'est les 6 Sud-Africains. Hein. Ouais. Ah, il est De magique, Chelsea, hein. Chelsea Colby? Voilà, le rugby, c'est un duel. Ah, s'il y a un homme, oui, Colby, c'est sûr qu'il fait partie des. Voilà. Ouais. Mais le Japon. Tous ces petits gabarits, voilà non plus. Ok. Jean-Marc? Le Sudaf. Le Sudaf. Même si le rugby n'est pas représentatif pour tout le monde, les Sudaf, parce qu'ils ont su remettre en un an l'église au milieu du village, et ils sont repartis sur des bases. Ils ont montré que des petits gabarits comme Colby pouvaient être magiques. Ils ont sorti ce pilier là, ce vieux routard là, qui a été extraordinaire, qui m'a tué Cole, qui a été fantastique, qui prend sa retraite, c'est bien dommage. Je leur ai bien donné une paire de saisons de plus. Mais bon, voilà, oui, moi c'est l'Afrique du Sud. Le petit coup de cœur, c'est sûr, le Japon comme tout le monde. Mais à un moment donné, sur la fraîcheur, sur l'avenir, c'est le Japon. Mais après, toujours les mêmes. Il faut aller à l'essentiel, la victoire. Voilà, moi, les Sudaf, ils ont été magiques. Ils ont cabossé tout le monde. Voilà. Quand tu fais la guerre, il faut la gagner. C'est sûr qu'on aimerait être à leur place. Hein. Merci messieurs pour vos coups de cœur. Et donc du coup, je vous ai dit, on allait revenir sur un fait de jeu. Yvan, il avait une question à vous poser. On a tous vu pendant le quart de finale donc le coup de coude de Sébastien Vahaamina donc aux joueurs gallois. Yvan, qu'est-ce que tu veux leur demander? Je sais pas, a posteriori. Qu'est-ce que tu aurais dit toi, Vahaamina, après le match? Ben, c'est sûr que c'est toujours un phénomène aggravant pour le collectif. Mais après, c'est un réflexe de l'homme. Il n'est pas seul responsable de la défaite. J'en voudrais peut-être plus à la dernière mêlée, à la stratégie du staff sur la dernière mêlée, où personne n'intervient pour dire attention, on est 7 en mêlée, quand le 9 prend la profondeur, au lieu de bloquer le bloquer son dessus. À un moment donné, voilà, il va Mina bien sûr, on lui tirera les oreilles, il fait 2 mètres, on va pas le tirer. Mais je veux dire, moi j'y arriverai pas. Voilà, donc après voilà, il y a plein de faits de jeu qui
Voilà, donc c'est pas Vamina c'est pas Vamina qui nous a mis le coup de poignard. Tout le monde dit la même chose autour de la table. Tu dis rien, il le sait qu'il a fait. Voilà, ça fait plaisir parce qu'il y a eu une campagne de communication derrière qui a cloué au pilori un soldat comme il est, où c'est pas normal parce que ce gars-là il met la tête où il y en a plein qui mettent pas les mains et on se retrouve à le clouer au pilori et que ce soit le traître de la France. En tout cas, s'il nous écoute, peut-être, je sais pas, on l'embrasse Sébastien et on te souhaite une bonne continuation avec ton club de Montferrand et de revenir en équipe de France parce qu'on a besoin de soldats comme toi. Et puis Sébastien, c'est une chose, c'est qu'autour de la table, on a beaucoup moins fait comme toi. Mais ça on le dit pas. Par contre là, Fifi, juste peut-être. Fifi, tu voulais commenter, tu voulais rajouter quelque chose sur Vamina? Moi, je sais plus ce que je voulais dire. Mais en tout cas, moi j'ai une question pour toi, Fifi, et on conclura avec ça avant de passer à la surprise de chef. J'ai une question de Laurent A de Briscousse. Fifi, il paraît que tu as retrouvé mon morceau d'oreille à Aix. Ouais, c'est ça. Je l'avais enterré sur le moment. Je l'avais enterré. On vous expliquera un jour peut-être pourquoi. Allez, on passe à la surprise du chef. C'est ça. Parce que alors on a un peu débordé parce que normalement on devrait être à la 45e, c'est-à-dire qu'on aurait dû faire 5 minutes d'arrêt de jeu. Là on en est à la 54e. Donc je pense que Jean-Marc là déjà il est prêt là. Ouais, il est prêt. Pas de pour la surprise du chef. Allez. Alors, la surprise du coach, pas la surprise du chef. Du coach, parce qu'il jouait neuf. Quand t'es coach et que t'es neuf, t'es chef. La surprise du coach, messieurs, vous savez, on parle de rugby, on pouvait pas finir sur une note un peu conviviale et un peu ludique. Donc, on va vous proposer de faire un blind test sur les troisièmes mi-temps. Sur pourquoi Belgique rigole musique préférée de ce qui se passe après les deux premières, notamment quand on commence à décompresser de nos matchs. Voilà. Donc, ce que je vous propose, on a une équipe faite 1, on a une équipe faite 3. Vous allez jouer l'un contre l'autre et on va partir dans un blind test. Donc, ce que je vous propose, dès que vous avez le nom, vous envoyez le nom. On est ici 2 arbitres. Ouais, et Jean-Marc a le droit de jouer. C'est le juge. Jean-Marc a le droit de jouer s'il trouve un bambou, il donne le point qu'il veut. Moi, j'ai une réclamation. C'est les deux spécialistes du troisième mi-temps. Je pense qu'on peut lancer la première. D'ailleurs, la première, il y a un avantage pour Belgique. Et on embrasse Lolo Béranger en même temps. C'est parti. On y va. Aznavour. On n'a pas entendu. Aznavour. C'est quoi l'Aznavour? Hop là, voilà. Premier point. Belgique, tu l'achètes pas en plus à l'époque. Eh oui, c'est le titre qu'il faut dire. Il nous faut le titre. Allez, la deuxième. Deuxième chanson en régie. La deuxième. Deuxième chanson en régie. C'est une spéciale Nacho. Deuxième chanson en régie. La régie est en décalage. Elle est en Suisse. C'est ça. Sur 10 heures. C'est parti. Attention. Mon kiki. La deuxième. Ah si, comment il s'appelle? La Zebda. Le titre. Voilà. Attends, voilà la radio. Qui c'est qui le dit? Le titre, c'est Zebda, mais le titre. Zebda, il a dit. Voilà la radio, voilà. C'est quoi alors? Il a dit je me rappelle tu plus. l'entends depuis tout à l'heure. Voilà la radio. Eh oui, c'est parti. Allez, on passe à la troisième. 2 points pour l'équipe fédérale 1. Ah, là, c'est un classique. Là, c'est un classique. Chaud le dimanche à 3h. Ah putain. Le dimanche à 15h. Allez, 3 points pour l'équipe Fifi, fédérale. J'aime beau. Avec Fifi, on voit que les soirées à la UCL devaient être arrangées. Vous avez porté réclamation, mais il y a un 3-0 pour le moment quand même. Allez, alors celle-là. Allez, 4e Écoutez, titre. c'est pour la guest star de la soirée. Pour la guest star de la soirée. Jean-Marc, à toi. Oh, Johnny. Et c'est laquelle? Le titre, il nous faut le titre. Vous avez le droit d'être aidé par Jean-Marc. Tu es là, je serai là. Eh oui. Alors à qui tu donnes le point? À qui tu donnes le point, Jean-Marc? Je le garde. Johnny, je le garde. Bon, comme l'équipe. Allez, tu peux. Cinquième, on Comment c'est enchaîne. qui fait ma fille comme ça? Vas-y, GG, fais-toi plaisir sur celle-là. Mexico, non? Fais-toi plaisir sur celle-là. Mexico, ça, c'est- Écoute, fais-toi plaisir. Je t'ai vu en transe là-dessus. Ah ouais. Je vais laisser avec elle. Putain, monsieur. Egouac. Oui. Allez, Jean-Marc, tu le donnes ce pot ou tu le Ah, gardes? je le donne au minot. oui, allez. 3 points pour la F1, 1 point pour la F3. Allez, celle-là, Sixième c'est. chanson. Celle-là, En régie. je pense que Fifi, il va se courir là. Là. C'est Corse. C'est rap.
Pénalty pour refuge. Le refuge, Champyrénéen, repris, et je vous l'invite à regarder sur YouTube, repris par les joueurs de la Nemezan. C'est exceptionnel, c'est exceptionnel. Allez Régie, on arrête. On a perdu. Allez, là, on fait. On continue. On en est à la 7e chanson. Allez, on fait un petit bisou à Seb Bénis. Allez, allez, un petit bisou à Seb Bénis. Gros parfou. Par contre, en régie, il y a un manque de sérieux là. Ah non, mais c'est pas... Nadao. Ouais. Allez, c'est laquelle? La seule qui la chante en Ah non, il la chante plein. En français, c'est la seule. Et c'est laquelle le titre? Mon Dieu, que j'ai suffisamment d'aise. Eh oui, Fifi, oh putain, 5 imbattable. points pour la F1. Finalement, si tu es allé à Bédaride, c'est pas pour rien. Elle chante pas, mais On poursuit tout à l'heure. Alors, non, c'est là. Tu voulais savoir. Spécial Régis Pécasté, dédicace de la part de tous les baïonnés de France. Merci Régis. Alors c'est laquelle cadeau? C'est la navire Bayonnais. La vie, la Peña Bayona. La Peña Bayona. Et on fait un gros bisou à Régis Pécasté. Allez, suivante en Régie, on y va. Celle-là, c'est spécial dédicace à Joannès, t'en as parlé tout à l'heure. Voilà. Vous connaissez vos classiques. On poursuit les scores. Je crois qu'il nous en reste plus qu'une ou deux. On en est à 5 pour la F1, 3 points pour la F3. Mais on vous en a donné 2 de Jean-Marc quand même. Hein. C'est cadeau. Je crois que c'est ta préférée maintenant, Karim. Allez, au compte double. Hein? Je crois que c'est la préférée de la Karim. dernière. Ah ouais, c'est sa Celle-là. préférée. Et question de rapidité. Celui qui gagne, il a tout gagné. Question de rapidité. Vous aurez tous 10. On attend la Régie toujours. Je crois qu'elle est. Dalida. Non. Si, c'est Dalida, ça. Eh oui, Eh non. ça sort. Elle est plus orientale, Dalida. Eh oui, Dalida. Oui, c'est Dalida. Eh oui. C'est pas bon, Mais c'est pas celle-là que t'as demandé. il nous a trompé, on s'est fait avoir. Ah, celle-là, c'est Dalida. Ah, merci. Merci. Je suis renseigné, je remets. Côté double, celui-là. T'en as une autre ou pas? Allez, bah écoutez, on va boucler là. Donc, qui c'est qui a gagné? C'est un match nul. Tout le monde a gagné. Nul pour la première. En tout cas, merci. Merci beaucoup, messieurs, pour votre état d'esprit. On s'est régalé ce soir autour du plateau avec vous. Vous nous avez fait partager votre passion, votre vision. On le refera dans l'année parce que cette poule 6 de la Fédérale 3, elle est super intéressante. Cette poule 2 de la Fédérale 1, eh bien, elle nous tient à cœur avec ces 3 clubs que l'on va suivre. Il faudra d'ailleurs qu'on invite Nîmes prochainement. Donc, exactement. Prochaine émission. Jean-Marc, ça sera toujours un plaisir de t'avoir à côté de nous. Hein. Et dans plaisir. De toute façon, dans 5 minutes, on sera encore à côté. On voulait remercier, avant de quitter les locaux, l'entreprise Axo qui nous prête ses locaux pour faire cette émission, et remercier également l'endroit où on va aller faire la 3e mi-temps, le Jimi Hendrix où on va aller grignoter un morceau et boire une bière, et le bistrot de Mathieu qui sera le prochain lieu qui nous accueillera pour cette 3e mi-temps. Et on remercie également Fox pour le matériel qui est prêté, et bien entendu Big Pomme TV avec le car régie et toute la clique, c'est-à-dire Mathieu et Corentin pour la mise en scène de ce soir. Et le photographe. Alors là, le cousin à Franck de l'Arbre. Là, avec l'entreprise Canet, vous êtes toujours bien levé. Allez. Même si pour la régie ce soir ils ont été un peu en retard, mais bon, on leur en voudra pas. Bon, écoutez, surtout pour conclure cette émission, on voudrait vous remercier tous ceux qui nous avaient suivis ce soir. Voilà, c'était la première Monday Time Rugby, première émission web TV donc dédiée au rugby régional. On espère qu'il y en aura encore beaucoup d'autres derrière. Donc on vous invite en fait à liker, à partager, à ajouter, à inviter vos amis à suivre l'émission. Puis surtout, n'hésitez pas à commenter, à nous faire des propositions s'il y a des clubs qui veulent venir prendre la parole, s'il y en a qui veulent parler d'une actualité, d'initiatives qui sont prises en fait au niveau de notre rugby régional. Vous serez les bienvenus donc sur Monday Time Rugby, et on compte sur vous. La prochaine pour nous, ça sera lundi 9 décembre. Dis-leur qu'on les mettra à l'aise aussi. Hein. Il y aura on pas de vous problème. mettra tout aussi à l'aise, vous inquiétez pas. La surprise du coach, ça sera toujours aussi sympa. Puis surtout, eh ben, on parlera de notre rugby. Donc n'hésitez pas à nous solliciter. On fait un petit coucou à Rachid et Julien. On leur souhaite bon courage pour lundi prochain sur le Monday Time Football. Et puis, on vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne 3e mi-temps. Bon match de rugby ce week-end pour ceux qui vont aller suivre les différentes équipes. À bientôt. Et bonne saison. Ciao. Et alors, vraiment, la télé, ça me marque.